Alors, on arrivait à un anniversaire, aux 20 ans de la création de France 5, puisqu'en 99, on s'est réunis, bande de potes, pour faire ce Sentai français. Et là, on arrivait en 2019, et on se disait ce serait sympa de faire quelque chose. Et puis là, j'ai revu mes vieux disques histoire, les livres disques qui racontaient des histoires avec les films de Disney, mais aussi Albator, Candy et Goldorak. Et je me suis dit, quand même, c'est cool, on pourrait faire ça en audio. J'ai tout de suite trouvé génial, j'ai tout de suite été emballé. Ce qui est chouette, c'est que tout le monde a dit OK, mais vraiment tout le monde, il manque personne. Et je me suis dit, il m'en faut 15 exemplaires pour moi. Et c'était vraiment l'occasion de se retrouver tous autour d'un paquet de chips et d'une table basse pour discuter de tout ça. Puis c'était marrant de voir que tout le monde était moi je l'ai ressenti comme tout le monde était content de se revoir et tout le monde était emballé, c'était sympa. Je me suis dit, tiens, cool, c'est pas fini. J'ai trouvé l'idée très séduisante. Oui, je ne sais pas comment je vais faire à distance, mais oui, si je peux en être, je veux en être. Alex m'a sollicité, donc moi, dès qu'Alex m'appelle, j'accours. Bienvenue. Merci beaucoup. J'étais bien partant parce que moi-même j'ai beaucoup de livres disques, des 33 tours, notamment tous ceux des Disney avec Jean Rochefort. Donc moi le support me parlait beaucoup. Enfin moi quand j'étais enfant je voyais ce qui se passait alors que t'avais que le son mais tu t'imaginais les dessins animés bouger devant toi et tout, c'était super. Et... Ça semblait être un défi très intéressant de faire un vinyle avec France 5. Ceux qui pouvaient ils sont venus quelques week-ends pour affiner le scénario. On ne s'est pas retrouvés en tout cas en si grand nombre ensemble en train de discuter d'un projet commun depuis super longtemps, donc c'était très plaisant. Pour la phase B, on a aussi quasiment tout. On a fini l'enregistrement avec Jean-Marc aujourd'hui, donc normalement c'est la fin, on a toutes les voix. Et là le combat se passe sur le minière de triomphe des Tuileries en fait. Alors ce qui était très intéressant, c'était qu'on ne fasse pas un 7e épisode, puisqu'on avait dit qu'on s'arrêtait à la fin du 6e, mais qu'on puisse trouver quelque chose qui s'insère dans notre histoire. À l'époque où on avait vu France 5 comme une saga, on s'était dit chacun doit avoir son épisode, on voulait faire un épisode pour Red Fromage. Mais la tournure des événements et le fait qu'on ait décidé d'apporter une conclusion fait qu'il n'y avait jamais eu d'épisode sur Red Fromage. Et c'est donc le fameux épisode de Red Fromage où on comprend pourquoi est-ce qu'on le voit boxer dans le générique. Donc cet épisode est parti sur un script qui avait déjà été pensé au départ, qui a été remanié pour l'épisode audio. On va suivre vraiment le prototype en fait d'un épisode, c'est-à-dire il y a un nouveau Strum. Est-ce qu'on est censé spoiler ou... Alors c'est un épisode tourné autour du personnage de Red Fromage principalement. Il retrouve un vieil ami, un boxeur qu'il avait connu et qui lui lance un défi. Guilain, c'est bien toi ? Et donc il va un petit peu céder à la tentation de s'afficher en allant combattre son grand ami boxeur Guilain, qui est un boxeur mondialement reconnu. Tu fais ça pour ton ami ? Ou pour toi ? Je ne suis pas sûr, Albert, mais il faut que je le fasse. Et qui a perdu un peu goût au combat parce qu'il ne trouve pas d'adversaire à sa taille. Et le seul à sa taille, en fait, c'est Antoine Deschaumes, Red Fromage. Évidemment, les Lexos vont s'en mêler, ça ne va pas se passer exactement comme Red Fromage va l'anticiper et... Misérable ! Tu m'as fait manquer ma cible, moi qui n'ai jamais rien raté ! Vu ta tête, ce n'était pas le cas de tes parents. Le Strum s'appelle Snipostrum. Il tient une carabine à lunettes et il aime tirer sur ses proies, de loin. C'est encore un Strum plutôt fourbe, qui s'attaque de loin et non pas de près comme ses prédécesseurs. Ça n'empêche pas de finir comme les autres, naturellement. Le fameux contre-croisé qui, chez Red Fromage, est le contre-comté-croisé. Et ça, c'est la participation de Balak, c'est lui qui a apporté cette idée de fil directeur autour d'une attaque Sentai. Et on a souvent besoin d'un regard extérieur justement pour pouvoir identifier ces moments. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu veux pas regarder le scénario et me dire s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait améliorer ? Il m'a payé un sushi. Et on a regardé un petit peu ensemble. Parce que c'est son boulot en réalité, il fait ça tout le temps, il regarde les scénarios des séries qu'il produisent ici et il sait comment faire pour les rendre intéressants, il repère tout de suite ce qui ne va pas. Et non, c'était bien, moi j'ai dit c'est bien. C'est lui qui a suggéré qu'il y ait un fil conducteur dans tout l'épisode autour de l'attaque de Red Fromage. Des choses un peu satisfaisantes pour le spectateur quand il arrive sur la fin. Et ce qui est bien, c'est que de toute manière, France 5, on le voit, ça n'a jamais été traité par-dessus la jambe. Et là, on a eu une aide vraiment inestimable de la part de Florent Gorge qui a dit écoutez, moi j'ai ma boîte d'édition qui s'appelle Omake Books et moi je l'édite. Votre projet, ça me plaît, on va l'éditer. C'est une bonne idée, c'est vrai que le vinyle est revenu. Alors voici l'objet, le prototype. Ouais, quand je vois cette beauté là,
Regarde la gueule du truc, quoi. Franchement, c'est super beau, quoi. On revient maintenant au disque vinyle, alors qu'avant on a tout fait pour se débarrasser de ces trucs qui craquaient, qui étaient fragiles, qui n'étaient pas faciles à conserver, qui étaient encombrants. Puis aujourd'hui, c'est tout ce qui fait les qualités. Ça va apporter un son particulier. Le son du vinyle donne aussi une chaleur et une ambiance. Le grand format permet d'avoir de belles images, de mettre des contenus qu'on ne peut pas mettre dans un CD et encore moins dans un fichier dématérialisé. C'est pour avoir un fichier PDF, c'est pas très intéressant. Le son particulier d'un disque, éventuellement le crissement qu'on a au début quand le diamant se pose sur le vinyle. Et ça, voilà, ça m'émeut. Je trouve ça vraiment génial. Je suis un amateur de vinyle, j'adore ça. Je possède des vinyles de mon enfance ou de ma jeunesse, mais aussi des vinyles plus récents. Alex est un passionné de disques vinyles et je pense que c'était un rêve et voire même un fantasme d'avoir son propre vinyle. Voilà, je voulais pas que ce soit juste un objet de collection en se disant voilà c'est super, on a notre vinyle, bon on le met sur l'étagère. Je voulais vraiment que ce soit un bon disque, qu'on puisse écouter avec un bon son, que tout soit soigné pour que les gens qui ont une platine et qui apprécient les vinyles puissent vraiment l'apprécier pour ce qu'il est. Et à cette occasion, donc, on a fait appel à des illustrateurs, donc, en l'occurrence Maliki qui a illustré l'épisode. Il a un vrai style très propre, très défini. Il nous a déjà fait beaucoup d'illustrations pour France 5, en tout cas pour l'épisode 6. Et je suis très content qu'il ait pu rempiler pour l'épisode 3,5. En fait, il faut regrouper plusieurs minutes d'audio dans une illustration. Et c'est un exercice pas forcément évident. Et là, il faut reconnaître que Maliki s'en est super bien tiré. Enfin, Quand ça commence très sobrement par « ça se situe au Stade de France », la foule commence à rentrer. Alors c'est vrai qu'à écrire, c'est le genre de truc qui prend 2 secondes, mais à dessiner le Stade de France, c'est un peu plus long. Mais voilà, c'était des challenges qui étaient... Je me dis, ok, d'accord, on fait le Stade de France, c'est parti. Quand on a vu les illustrations en écoutant les premiers montages, on s'est dit, ah, mais ok, c'est ça, bon, ok, c'est bon, c'est ça. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Vous n'êtes que des pigeons d'argile, là. Et en plus de ça, il y a comme des spin-offs. Des mini-historiettes en fait, qui racontent un peu comment ça se passe dans le QG des France 5, dans le QG Lexos. France 5, c'est tout un lore en fait. Ça vous montre aussi que ce sont des personnages qui ont vécu avant que vous entriez dans leur vie. C'était aussi l'occasion de reprendre tout le sel de France 5, donc à la fois des petits trucs rigolos, à la fois des choses un petit peu plus profondes. Et qui raconte aussi certains backgrounds de personnages qu'on connaît tous, mais dont on ne connaît pas forcément tous les détails. On essaye d'être cohérent par rapport aux histoires précédentes, on essaye de ne pas nier ce qui s'est passé avant, on n'a pas fait de reboot, donc il y a une vraie continuité France 5. Donc du coup on a décidé de rajouter un disque. Allez hop, on a fait un double album. En fait l'idée c'est, le premier disque, c'est vraiment l'histoire de cet épisode inédit. Le deuxième disque, ça se rapproche un peu de ce qu'on trouve dans les albums japonais, c'est-à-dire un mélange avec le générique, des chansons, et puis entre-temps, on aurait appelé ça des dramas à l'époque, des petites plages audio. Quand on a posé les personnages de France 5, on leur a tous créé un background, on leur a tous créé un truc qu'on n'a jamais eu le temps d'expliquer dans la série. Mais on le sait. On sait que Black Beaujolais, c'est un ancien héritier viticole qui a tout renié. Enfin, voilà, le coup des 17 frères de Zaccaral, on l'a inventé pour se marrer, mais mine de rien, aujourd'hui, grâce à ces mini-histoires, on peut creuser un petit peu ces idées qui nous faisaient marrer, mais qui au final n'ont jamais dépassé le stade de la salle de réunion. Mais où sont tes frères? Père, ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Cancrelax. C'est moi qui suis Cancrelax, le démon qui rend furax. Ce méchant loser que tout le monde rejette. Ça m'a un peu ému en fait. On a un peu pitié, puis en fait on n'aime pas l'aimer, mais bon, c'est un peu complexe. J'aime beaucoup, ça a été très bien écrit. Ça raconte en fait la vie de Cancrelax. Qu'est-ce qu'il fait quand il n'a pas juste à venir pour faire grandir un nouveau monstre, un nouveau Strum. Et donc Cancrelax va de général en général pour proposer de l'aide. Et évidemment, tout le monde l'envoie bouler. Allez, viens par ici. Je vais te rosser comme tu le mérites. Pauvre Cancrelax. Avec Daniel, on s'est réunis plusieurs fois pour établir une première mouture du conte de Warduke. Je vais te raconter l'histoire d'une grande guerrière. Une mouture qu'on a voulu bien délirante et bien hardcore. C'était Rémi sans famille avec des pics à pointe partout. C'est horrible. Nous, c'était une explosion fouillie et là, ce qu'il fallait faire, c'est faire passer l'énergie d'une bombe atomique par le chat d'une aiguille. J'adore.
C'est un plaisir d'être Warduke, quoi. Donc avec Alex, on a recentré un peu tout ça. Il dut son salut à sa force légendaire, bien sûr, mais aussi à l'aide providentielle de ces jeunes guerrières. Au moment du montage, je me suis dit, mais là, ce serait quand même pas mal que j'ai quelques réactions de Lady Cry elle-même. J'ai envoyé un SMS à Lena, qui était la voix de Warcry, et je lui ai dit, t'es dispo, tu pourrais venir éventuellement? Elle fait, oui, je peux venir après-demain. Tiens bon ma petite, j'arrive. La punchline finale, il la voulait à tout prix. Ne pleure pas. Sur un champ de bataille, les larmes ne servent à rien. Donc cette strophe vient du générique de Daimos, une série que je trouve vraiment extraordinaire. Mais pour Jean-Marc, des paroles comme ça, c'est un poème en fait. Et je trouve que cette phrase est un summum, un paradigme de l'esprit martial. Donc je pense que comme morale à transmettre dans la famille de Warduke, on ne peut pas trouver plus explicite et plus parlant. Thierry, tu étais censé les entraîner ce matin. Oui, justement, on est en train de... Ah, Jean, tiens-toi tranquille. Il y a un truc que moi je me suis bien marré à enregistrer, c'est une espèce d'entraînement complètement fantasque des France 5 qui font des saltos et des pirouettes et des trucs pas possibles. Je tourne le dos 2 secondes et vous faites déjà des pitreries. Et il y a la chanson de Margarine donc, que je fais avec Tibor qui raconte un petit peu les déboires du créateur et de sa créature. Alex m'a envoyé des références de chansons qui allaient de Lio à Portal. On essaie de mettre en place et surtout de structurer le morceau de Margarine. Là j'ai mes séquences MIDI, j'ai plusieurs patterns, je peux changer si je veux. Ça reste les mêmes accords, mais je peux changer du coup le pattern. On arrive le jour de l'enregistrement, on avait nos mélodies, on avait notre texte, a priori tout va bien, on enregistre. Faut protéger la tour Eiffel, je dois faire la sentinelle. On a enregistré, je crois, 6h30 non-stop pour faire la chanson, la partie rap de Tibor et la partie chantée pour moi. Ce qui était clair depuis le départ, c'est qu'il fallait qu'on fasse rapper Tibor. On savait que ça demanderait beaucoup de travail et que ça prendrait du temps. Mais du coup, on a eu l'aide de José, qui s'est enregistré chez lui et qui a servi de base de travail pour Tibor ensuite à l'enregistrement. Donne-lui un bol de lait, il en fait tout un fromage. Mais ça, c'est encore rien, c'est juste la routine. Je dois t'y voir à ma place, margarine. Alors Pierre, au dernier bar, il fêtait ses 25 ans. Il y a aussi Clap Beaujolais avec ses tripes. T'es en retard. Faut que tu aies un peu plus en avance. Ça a été un enregistrement très long en fait. Enfermé, entravé par des poteaux et des chaînes, le pire c'est que il a mauvaise haleine. J'ai quand même fait un peu d'informatique au lycée, donc je savais programmer en Turbo Pascal, je connaissais tous les termes qu'il y avait dans la chanson. Donc voilà, c'était pas genre le dico, Dieu, ça veut dire quoi ça, etc. Ça aide. Techno mais pas logique, la honte du numérique. Ok, c'est bien. Au pire, j'étendrai la note. Enfin Margarine, tu mélanges les torchons et les beaux draps. On avait la chance d'avoir Anaïs Chevillard qui a pu travailler avec nous. Elle a fait pas mal de prod au Japon, mais aussi en France. Elle a réalisé un clip de J. Dre aussi, en animation. Récemment, je travaillais à Bobby Pigs et j'ai croisé Alex en lui disant « Ah dis donc, c'est incroyable, j'ai rematé du France 5 hier et c'était vraiment trop cool !» Et du coup, je me suis fait embarquer dans l'histoire. J'avais vu ce que faisait Maliki un petit peu, donc du coup j'avais envie de proposer quelque chose d'un petit peu différent, donc j'ai décidé de partir vers quelque chose de plus rond, un peu plus mignon, en fait un tout petit peu entre, voilà, un petit peu SD et en même temps, des fois je me suis permis de partir un peu dans le réalisme en fait. Et donc elle a fait les illustrations du 2e disque, qui sont dans un style très différent de celui de Maliki, mais ça colle parfaitement aussi avec l'esprit livre-disque. Elle a fait plein de trucs qui nous ont fait vraiment kiffer aussi. Moi j'ai plus l'habitude de dessiner des meufs, donc c'est trop cool de faire Ecstasy. Mais sinon, après c'est juste l'amour, quoi. Bon, moi je suis fan de Warduke, je suis très contente de le dessiner, voilà. Bah écoute, l'enregistrement s'est vraiment bien passé. Parce que ça m'a fait plaisir de refaire des Yara, Yaro. Attention, Ya. Prends ça. Hey, bread de baguette. Réenregistrer les France 5 et les méchants, enfin tous les comédiens de la série 10 ans plus tard, c'était quelque chose. Hein. France Bim. Il y a toutes les voix qui se marient et j'obtiens ce son que je connais bien, cette voix particulière, ce mélange des voix qui est exactement les voix d'époque, c'est-à-dire que les voix n'ont pas vieilli. France Bim. Heureusement, Alex avait bien prévu le coup, on avait de l'aide. Moi, à mon enregistrement, il y avait Nolwenn qui me coachait derrière. Moi, j'avais proposé à Alex, en plus de lui filer un coup de main sur la direction d'acteur,
comme c'est mon métier. Et ce qui était marrant, c'est que comme Nolwenn était plus vers le sud de la France, elle était présente par FaceTime. Voilà. Je n'aurais pas dû accepter ce match. Puis de voir Grégory Goldberg qui donne encore tout ce qu'il a à chaque réplique. Antoine, j'espère que tu sais ce que tu fais. C'était immédiat, c'était organique, ça faisait super plaisir, il y a eu vraiment une entente immédiate, ça faisait longtemps, tu sais, le côté Hissachibuli, ça fait longtemps, et on était tous très contents de pouvoir travailler nouveau ensemble, et je pense que dans le studio d'enregistrement, la bonne humeur, elle devait se sentir. En tout cas, c'était une super expérience, moi je suis juste déçu que ça n'ait pas duré plus longtemps. Alors, tout a été fait avec vachement de bonne humeur, d'efficacité, c'était vraiment chouette. Le chouri croissant en beurre, qui a trouvé cette belle idée? Moi j'avais Nolwenn en direct pour réinjecter les intonations. Parfois une toute petite respiration, ça peut tout changer en fait. Mais tu n'y penses pas, mollusque dégénéré. On nous explique bien tout de suite et rapidement ce qu'on attend de nous. Et là, il faut saisir l'indication et s'appliquer tout de suite, quoi. D'accord, c'est juste que la phrase elle est un peu courte justement pour trouver le ton, mais... Et en fait ça donne vachement de vie pour un épisode audio, ça me paraissait assez important. Et cette direction d'acteur, c'est vital, c'est super important. Et pareil, essaie d'imaginer qu'il va se passer encore quelque chose après. Ok. Il est encore plus fourbe que moi, c'est insupportable. Depuis l'épisode 1, on avait pour la voix du narrateur, la voix de Feti Mayoufi. Allez, on y va. C'est là où je mesure vraiment la chance qu'on a de pouvoir récupérer Feti. C'est trop drôle, c'est encore mieux. Qui aujourd'hui est une grande voix du doublage et qui a malgré tout accepté déjà de bosser pour nous et surtout de bosser beaucoup plus que d'habitude. Je te la double quand même, pour le plaisir toujours. Là, le narrateur est primordial puisque c'est un épisode audio et donc le narrateur va intervenir beaucoup plus qu'une fois. C'est-à-dire que régulièrement, il va planter le décor pour expliquer ce qui se passe. Donc être le mec qui va essayer d'emporter les gens pendant toute la durée de l'épisode, régulièrement comme ça, c'était génial. Red Fromage, ou plutôt Antoine Deschaumes, profite d'une soirée de détente bien méritée. Il a une voix tellement posée dans l'univers de France 5 que c'est naturel. Tu te dis, au QG, les France 5 font ça. Bah oui, dans ta tête, ils font ça. Voilà, ça marche. Mais en tout cas, c'est revenu super facilement. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer sur la construction de l'épisode. C'était Alex là qui menait complètement le projet. Et à un moment, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, on a la voix de ton adversaire, de ton rival, c'est Martial Leminou. Martial, mais alors, Martial, c'est la voix du professeur Layton en France, c'est la voix de Richard Aldana. Ça fait des années que j'attends le jour où je recroiserai la route d'Antoine Deschaumes. Il a une grande expérience et c'est une grande voix qui a travaillé sur Full Metal Alchemist. Il est incroyable, t'as envie de lui donner un Oscar et tu dis « Antoine, mon ami, mon frère !» Hop, et voilà, ça y est, paf, Oscar du meilleur acteur, c'est pour lui. Alors ouvre bien les yeux, je vais te pousser dans tes derniers retranchements. C'est quelqu'un qui est très occupé parce qu'il est directeur de plateau. Maintenant, il dirige beaucoup de doublages, de jeux vidéo et de dessins animés. Et il fallait qu'il arrive à caler ça dans son planning. Donc il a réussi à prendre une petite heure à un moment donné pour venir jusqu'au studio Bobby Pills enregistrer ses voix. Rentrez chez vous, je ne suis pas d'humeur. En même temps, c'est bizarre qu'il ait autant peur si c'est un boxeur... Ensuite, c'est parti au mix chez Clément Morin. Tu es donc aussi lâche que laid. Ça me semble plutôt pas mal. Parce que là, on s'imagine que genre, il se retourne. Ah non, c'est le monstre qui se retourne ou c'est lui qui se retourne? Il donne un coup de pied sauté sur le monstre et le monstre est déséquilibré. D'accord. C'était le premier ingé son qui a bossé sur No Life, donc on se connaissait depuis longtemps, et il avait déjà mixé une partie de l'épisode 5. C'est bien compris. Il a fait vraiment un mixage que je qualifierais de narratif, c'est-à-dire qu'il apporte des éléments narratifs dans le son, et c'est hyper important pour un épisode où c'est le son qui est primordial. La prochaine fois, je serai moins clément. Quand j'ai entendu les premiers montages audio de l'épisode, je me rendais compte de ce que ça donnait. Et encore plus après avec les illustrations de Maliki, c'était super, c'était ça. La clé, c'est de nous assurer que Red Fromage soit en terrain dégagé, mais surtout loin de ses compagnons. Et en particulier de Silver. Mais ce moustique est aussi vaporeux qu'insaisissable. Ma réaction, elle a été tout de suite immédiate. J'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé qu'on était vraiment dans l'ambiance. Dès les premiers extraits, on avait l'impression de voir des images dans la tête, en fait. Antoine, un escadron d'Exos est apparu en pleine ville. Nous avons besoin de toi. Décidément, ils ont encore bien choisi leur moment. De réécouter, ça suffit à remettre dans le bain. Moi, je le considère comme un épisode à part entière. J'ai trouvé que la musique était top.
La musique, la mise en scène, le scénario, tout est conforme à ce qu'était un épisode de France 5 à l'époque. Ça fait partie du canon de France 5 et je suis très content qu'il soit sous cette forme-là. J'ai retrouvé, en l'enregistrant, vraiment le ton France 5. J'ai retrouvé la même émotion. On retrouve les bruitages délirants, les noms un peu foufou. Il y a un côté très épique et très dynamique dans énormément de scènes de ce livre-disque. Antoine, non! Quand j'ai commencé à contacter les premiers presseurs de vinyle, ils m'ont dit « Nous, on fait des livres-disques, mais ça doit être 4 pages maximum. » Je fais « Vous ne pouvez pas monter à 32 ?» Il fait « Bah non, on ne peut pas. » Parce qu'en réalité, le dos du coffret, il sera beaucoup plus épais et nous, nos machines, elles sont configurées uniquement pour un format standard. On ne peut pas faire d'autres standards. Problème, j'ai été obligé de chercher jusqu'en Bulgarie où j'ai trouvé effectivement un imprimeur qui était OK pour nous faire nos livres disques à la main, un à un bien entendu, agrafés à la main, sauf qu'ils ne pouvaient pas faire les disques. Eux, ils n'avaient pas de machine pour presser. Bah, effectivement, le fait de devoir, on va dire, dispatcher la production du livre disque en 2 endroits différents, les vinyles d'un côté, plus de l'autre côté tout ce qui est packaging, forcément à un moment il fallait bien que les deux soient rassemblés. Et on s'est tous réunis chez Omaki Books. Et ben, on a passé 2 après-midi agréables à tout faire, à tout régler. Nous avions fait une petite chaîne autour de la table et puis on procédait par étapes et on se passait les disques au fur et à mesure. Chaque personne avait une tâche à signer. Il y en a qui mettaient les disques dans les pochettes, quelqu'un qui mettait la petite étiquette avec le numéro de série, ensuite on mettait les cartes postales et le tout dans une belle pochette plastique. Et à chaque fois c'est 25 ou 30 exemplaires, non? Je crois. Il y aura au moins encore 120 exemplaires. Non, ce serait 98. Flo, c'est quoi le truc le plus dur dans la production d'un vinyle? L'encartage du livre, du livret. Ah, l'agrafage là du coup? Ouais, parce qu'ils s'expliquent depuis Les premières fois qu'on a eu en main l'objet complètement terminé, on sentait vraiment le poids du disque, la qualité de l'objet, c'était vraiment génial. Les couleurs pètent. Wow. Superbe. Et c'est vrai que de voir l'objet là, surtout de les voir en pile de 20, de 30, de 50, ah ouais, quand même, ça claque. Non, quand on a le vrai objet, c'est assez magique en fait. Il est beau, il est doré, il y a une belle pochette. Wow. Et la couleur, il y a un vrai super beau travail sur la couleur. C'est les vrais disques, on sait que c'est les vrais disques, il y a vraiment le contenu, les illustrations sont splendides, enfin, c'est autre chose que de voir le prototype. Effectivement, quand on voit le disque, on a l'impression que la magie France 5 est en train de revenir un petit peu. La première chose que disaient les gens, c'était « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» C'est vrai que l'idée de Maliki qui était de mettre une dorure à chaud à l'intérieur de la cible, uniquement focalisée à cet endroit, ça tapait, c'est une super idée, ça donne du relief, ça donne un côté vraiment luxueux à ce fond noir qui fait ressortir le côté doré. Clairement, ça tapait, quoi. Ça rigole, ça s'enthousiasme, c'est top. Tout le monde est content, Je pense pas qu'on pouvait espérer mieux quand même, non? Et puis évidemment, on se préparait pour Japan Expo. On a pris une surface un petit peu plus importante que d'habitude pour pouvoir accueillir le maximum de personnes et on a dédié donc un espace exprès pour la vente de cet album, de ce double album exclusif. Ouais. On avait 700 disques à vendre et on en a une énorme partie qui est partie le jeudi même. On a eu des files d'attente. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde dès le premier jour. En arrivant au stand, c'était Oh! Du coup, il y avait tout le staff sur le stand de Omaki Books. Je crois qu'on a un petit peu hacké le stand. Tout le monde était à la chaîne pour dédicacer et tout. C'était vachement bon enfant et ouais, ça c'est des super souvenirs. Hein. Le stand Omaki Books ne désemplit jamais. Les gens ont l'air contents et le produit, tout le monde le trouve beau. C'est rassurant. On est content de l'avoir fait. Donc ouais, on a commencé toute la journée à dédicacer et la journée s'est terminée sur la conférence. C'était la première fois qu'on faisait une conférence à Japan Expo et même en général. On a tourné plusieurs fois au Troca, mais l'astuce c'est d'attendre l'été
et d'y aller vers 5h du matin, parce qu'il fait jour, presque comme un plein jour, à 5-6 h du matin, il y avait quasiment personne, il y avait 2-3 mecs bourrés qui rentraient de boîte de nuit, ils étaient là, voilà. Il y avait des Américains qui nous reconnaissaient en tant que Power Rangers. Ça fait bizarre de parler devant autant de gens. Ça fait plaisir de voir l'accueil du public, de voir surtout l'accueil du public qui restait fidèle. Yo, je décide d'inclure le cash dans mon arsenal pour en finir une bonne fois pour toutes avec les France 5. Je tiens à préciser que Davy, qui a présenté la conférence, était malade ce jour-là. Il avait de la fièvre. Il est quand même venu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça prouve le dévouement. Bienvenue à la première conférence de France 5. Bienvenue à la dernière conférence de France 5. C'est Alex Pilote qui m'a dit bon, on fête les 20 ans, mais crois-moi, on va pas fêter les 30. Voilà. Deviens un bel oiseau, pose-toi là, tout là-haut. Donc, Goto a donc interprété pour la première fois le générique de fin de France 5 sur scène. C'était génial. Enfant de la terre. Et puis, il se trouve aussi que, par hasard, à cet épisode de Japan Expo, pour les 20 ans, il y avait parmi les invités les acteurs de la série Bioman. Chodenshi Bioman, donc le Sentai culte référence pour nous, modèle vraiment pour France 5. France 5, c'est le générique des Bioman. On s'est inspiré énormément de la manière de filmer, des styles de combat de Bioman. On a étudié vraiment énormément cette série. Et là, on nous proposait de faire une rencontre France 5 avec les Bioman. Konnichiwa. Konnichiwa. Ya, konnichiwa. C'était filmé en plus par la télévision française, par M6. Et on a pu discuter un peu avec les Bioman. C'était une super expérience, limite un peu gênant, enfin on était tout humble face aux vrais Bioman. Black Black Beaujolais. Comment dire, on sent tout petit, c'est très, très très bizarre comme impression. C'est le doubleur de Red. Et effectivement, il y avait Monsieur Niboli, il était très discret. Il a incarné les Raids pendant de nombreuses séries en fait. Il a vraiment participé à la création du genre, enfin c'est légendaire. Vas-y. Oh. Mina, henshin da. Bioman. これだけ。彼のそれで変身したらレッドの方はいレッドワン超電子バイオマン。Ouh là là, on s'attendait pas à ça quand on a commencé en 99, à rencontrer des personnes vraiment fondatrices du genre, comme ça. Dingue. France 5 continue, nous sommes 20 ans plus tard, et on est en train de parler de France 5. Des projets qui se passent aussi bien, de façon aussi fluide, c'est quand même assez rare. J'ai hâte de l'avoir entre les mains, ce disque. J'ai qu'une hâte, c'est de le récupérer pour pouvoir l'afficher chez moi. Moi, ça me fait toujours bizarre, comme quand tu redécouvres une vieille licence au Japon que tu as perdu de vue depuis 20 ans et tout d'un coup, ils sortent des jouets de ça. Et tu fais merde, mais qui ça intéresse, c'est quoi le public? Et évidemment, tu l'achètes. Parce que moi, c'est ce que je fais. France 5, c'est quelque chose d'important. Et pas qu'au niveau boulot, dans ma vie, quoi. C'est un truc, je suis super content de l'avoir fait. Voilà, quoi, ça va être un objet important à posséder dans on va dire dans la collection des gens qui apprécient beaucoup France 5. Et on espère surtout que ça va beaucoup vous plaire, que l'objet va vous plaire et que le contenu va beaucoup vous plaire également.